Marie-Claude, s'il est un lieu insolite dans cette commune du Clion, c'est bien ce château de Montval qui est derrière nous. Mais ce qui est encore plus insolite, ça a été la vie de cet abbé qui vécut là dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Joseph Pétard, c'est de lui qu'il s'agit, est né à Nantes en 1810. Il est le fils de Joseph et de Perrine Duguy, et le père était boulanger. De sa jeunesse, on ne connaît quasiment rien. Mais sa véritable vie connue commence en 1841, année où il sera ordonné prêtre à l'âge de 31 ans. Entre 1845 et 1849, on va le retrouver comme vicaire au Clion sous les ordres du curé Louis-Robert Fierabras. Ensuite, il occupera d'autres affectations, Montbert, Mésanger et Nantes. Il reviendra même au Clion en 1881 à l'âge de 71 ans. Il est donc resté dans la région. Alors, 1845-1849, le Clion, puis après il part dans la région nantaise. Mais il revient sur ses vieux jours, il revient ici, probablement à l'aube de sa retraite. Mais c'est au cours de son séjour clionnais, entre 1845 et 1849, qu'il va découvrir cette zone. Et je vais vous citer ce que Caroux disait de ce secteur en 1844. Et ce monsieur Caroux, qui est-il? C'était un juge de paix à Pornic. Caroux dit ceci: à plus d'1 kilomètre de la mer, il n'y a aucune végétation. L'œil n'entrevoit que quelques arbustes et rabougris, et il n'y a aucun ombrage. C'est donc une zone littorale quasi désertique. Toutefois, notre abbé Pétard, probablement en visionnaire accompli, achète ces quelques hectares de terre. Et puis, il décide de faire construire ce que l'on pourrait appeler un manoir, et ce manoir sera fini de construire en 1855. 1855, ce logis, ce manoir, ce château, appelons-le comme l'on veut, est terminé. Cette même année 1855, l'abbé Pétard va aussi construire la chapelle que tu as derrière toi et la résidence d'été qui est ici, mais qui malheureusement s'est écroulée voilà 2 hivers. Cet abbé Pétard, prêtre par profession, va durant 45 années, c'est-à-dire entre 1845 et 1900, va plutôt avoir une activité de loueur en immobilier qu'autre chose. Cette belle maison, qui va s'appeler et être connue sous le nom de la Pétardière, du nom de son propriétaire, notre abbé Pétard va privilégier la venue de la bourgeoisie et de l'aristocratie nantaise. On va retrouver là chirurgiens, avocats, gens de la noblesse. S'il en est un parmi cette noblesse nantaise qui a été un adepte de ces lieux, c'est le baron Gaétan de Vimy. Je vais te lire succinctement ce qu'il disait de cet endroit. Aussi, 30 villégiatures de plusieurs mois m'y donnent bien droit de citer, et j'éprouve le désir de tracer un léger croquis de ce nouvel Éden et de son très sympathique propriétaire. Il y a un demi-siècle, un jeune prêtre
était nommé vicaire du Clion. Doué d'une âme d'artiste et d'un cœur de poète, il admirait dans ses promenades les beautés répandues par Dieu dans cette pittoresque contrée. Comment donc pourrait-on s'étonner s'il eut la très heureuse inspiration de se rendre acquéreur à d'excellentes conditions d'un vallon sauvage qu'il allait transformer en paradis, et ce rêve s'est réalisé. Et à ce moment-là, les terrains n'étaient certainement pas très chers. Notre baron Gaëtan de Vim poursuit. Voici le manoir. On y entre sans difficulté et, sous la conduite d'un serviteur, on admire tout à son aise, tant au premier étage que dans le salon et la salle à manger du rez-de-chaussée, une collection de beaux meubles qui fait honneur au goût du châtelain. Le 16 juillet 1891, lors de la cérémonie de ses noces d'or à la Pétardière, l'abbé Pétard servit un dîner agréable en tout point. Toasts et compliments se succédèrent. Les poésies du maître de séance, dites par quelques invités et par le cher abbé lui-même, égayèrent les convives. Enfin, monsieur le curé de Saint-Similien, avec un heureux à-propos, compara le héros du jour à Saint-Martin de Vertou. L'on voit ici, au travers de ces quelques réflexions du baron de Vim, ce que pouvait être la vie de cet abbé dans son château, en réel contraste avec la vie des paroissiens du Clion à la même époque. Donc l'été, notre abbé Pétard, en bon agent immobilier, loue donc son château à ces gens de l'aristocratie nantaise, tandis que lui vivait ici dans ce qu'il appelait son ermitage. L'ermitage était une petite modeste maison de pierre avec un étage, et le baron Gaëtan de Vim, qu'il couchait là, sur un lit de feuilles mortes. Et pour faire pénitence. Disons qu'il laissait la place à de généreux locataires. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il faisait aussi en même temps, ça avait probablement une œuvre de pénitence, peut-être. Donc pendant des années et des années, tous les étés, ce manoir de la Pétardière va être loué. Et au départ de ces visiteurs, notre abbé ne manquera pas de demander que ces gens laissent et leur signature et leurs réflexions sur le temps passé ici à la Pétardière. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a tellement de réflexions intéressantes dans ce livre d'or qui était mis à la disposition des visiteurs sur la table du salon, mais je vais juste vous en citer deux. Est-ce qu'il existe ce livre d'or? Alors, ce livre d'or, s'il existe, où est-il? Toujours est-il que le baron Gaëtan de Vim, grâce à lui, en a relevé toutes les annotations. En voici deux. Le docteur Poisson, venu là avec sa femme et enfants, dit ceci. Nous avons tout visité, tout admiré. Nous avons contemplé vos glaces. Nous sommes restés ébahis devant vos bahuts. Et nous nous serions reposés sur votre lit si nous avions été des princes. Un visiteur anonyme dit aussi « L'heureux propriétaire de tant et si belles choses ne devrait pas les laisser à la disposition de personnes qui n'en connaissent pas le mérite. » Au travers des différentes descriptions qui sont faites ici, on imagine le luxe et l'opulence de cette propriété en cette seconde moitié du XIXe siècle. 1894, notre abbé vieillit, bien évidemment, il a 84 ans, et il va vendre cette propriété à ses neveux en viager. Oui, parce qu'il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'héritier. Et puis, le 26 juillet 1901, notre abbé, qui a 90 ans, décède en sa demeure de la Pétardière.
Sa vie s'arrête donc en ce mois de juillet 1901. Toutefois, la vie de la propriété, elle, va continuer. En 1902, c'est M. Louis Amieux, célèbre industriel nantais spécialisé dans les conserves alimentaires, qui va acquérir cette propriété. Alors, ce Louis Amieux, évidemment avec d'énormes moyens, va apporter d'importants aménagements à la propriété. Il va d'abord construire le château d'eau, dont on a parlé tout à l'heure, qui est sur la droite en rentrant dans la propriété. Les annexes, granges et écuries seront construites par lui. Le mur d'enceinte de la propriété, construite par lui. Mais aussi les marches qui descendent à la mer, ainsi que la pêcherie qui est juste en bas, qui sera récupérée par mon grand-père après 1933. 1918, c'est Maurice Amieux, le fils de Louis, qui deviendra propriétaire de cet ensemble. 1933, c'est monsieur et madame Louis Musset, qui hélas ne garderont cette propriété que 4 ans seulement. Et en 1937, c'est l'association diocésaine de Nantes qui deviendra propriétaire de ce superbe château. Et c'est toujours eux qui sont propriétaires. Jusqu'à ce jour, c'est toujours l'association diocésaine de Nantes qui est encore propriétaire de cette magnifique bâtisse. Alors aujourd'hui, la grande question, puisque cette grande question c'est une véritable énigme, avec quel revenu ce vicaire a-t-il pu faire construire une si belle propriété? Alors j'ai découvert, en dépouillant les archives municipales du Clion, les archives de 1826 et 1827, donc 20 ans avant que l'abbé Pétard n'arrive comme vicaire au Clion. Mais ça en dit long sur la situation d'un vicaire à l'époque. Cette délibération du 9 septembre 1826, le Conseil dit ceci: on reconnaît l'absolue nécessité d'un vicaire et qu'une somme de 300 francs lui fut allouée et qui fut faite tous les ans au moyen d'une quête volontaire et qui se fera après la récolte et que chacun sera libre de s'acquitter en nature ou en argent. C'était pas beaucoup, hein. En 1826, c'était non seulement pas beaucoup, mais ce qui veut dire que si les récoltes n'étaient pas bonnes, notre vicaire n'était peut-être même pas sûr de toucher ses 300 francs par an. Or, à la même époque, 1 an plus tard, en 1827, ce même conseil municipal du Clion délibère, et l'on dit, un garde champêtre est recruté pour un salaire de 400 francs par an. 1826-1827, le garde champêtre du Clion gagne 25% de plus que le vicaire. Et à ma connaissance, jamais un garde champêtre au Clion n'a pu faire construire un château. C'est toujours l'énigme, hein. Ça reste encore une énigme. Mais il y a d'autres énigmes tout aussi intéressantes. Parce que notre curé, dans son recueil de poèmes qui s'intitule « La lanterne magique », fait état dans sa jeunesse d'une certaine pauvreté matérielle. Mais il n'est pas à un paradoxe près, puisque dans ce même recueil de poésie, dans son avant-propos, il dit ceci: « Comme Melchizedek, je n'ai point de parents. Je suis éclos tout seul au royaume des vents. Ne jugeant pas prudent d'annoncer ma naissance, de crainte de causer trop de réjouissance, comme un puissant seigneur, j'arrivais mais si tard que mon parrain fâché me surnomma Pétard. » Vous vous rendez compte que dans cet avant-propos, là, notre vicaire semble vouloir dire que ce ne serait pas son nom. C'est pas son nom. Or, à l'état civil, son père s'appelle bien Joseph Pétard. À l'état civil, son frère Honoré, né en 1816, s'appelle bien Honoré Pétard. C'est peut-être un surnom.
Dans un autre poème, il dit ceci. Ce poème s'intitule « Les deux ânes ». En voici un court extrait. « Quand c'est par le travail qu'arrive la fortune, et qu'on ne l'a pas faite un soir au clair de lune, on peut en concevoir un légitime orgueil. » Et là, notre abbé ne se démonte pas, et il nous dit que c'est grâce à son travail qu'il a pu acquérir manifestement cette très belle propriété. Mais de quel travail s'agit-il? Son travail de vicaire? Ou son travail de loueur en meublé? Je laisse à chacun le soin de débrouiller cette énigme, si toutefois vous y arrivez. Et puis, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui est dit et qui est écrit par le curé Fierabras, qui entre 1845 et 1849 était en responsabilité de cette paroisse du Clion et qui avait sous ses ordres ce vicaire, Joseph Pétard. Notre curé Fierabras nous dit ceci. Le nombre des communions s'est accru, mais il est plus petit aujourd'hui qu'il n'a été durant plusieurs années. Les causes principales de ce ralentissement résultent premièrement des assemblées d'Arton le jour de l'Ascension et de la Bernerie le jour de la mi-août. Cette dernière nous enlève 300 communions. Deuxièmement, du développement assez notable de la mauvaise parole et du blasphème. Et troisièmement, de la faute de 2 vicaires qui n'ont été ni assez sages dans leur conduite, ni assez prudents dans leurs paroles et dans leurs actes. Voici ce que disait le curé Fierabras. Il parle de 2 vicaires, il ne les nomme pas. On pense que, logiquement, notre abbé Joseph Pétard fait partie des 2, probablement. Quoi qu'il en soit, comme je le disais tout à l'heure, notre abbé Pétard décède en 1901. 1902, la propriété est rachetée par Louis Amieux. Et Louis Amieux, une de ses premières missions, ça va être de faire exhumer l'abbé Pétard qui se trouvait sous la chapelle et de le faire inhumer au cimetière du Clion, comme tout le monde. Elle existe toujours, cette tombe? Non, on n'a plus aucune trace au cimetière du Clion. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire sur la vie peu commune de cet abbé Joseph Pétard.